8h, 9h, Dimitri Pavlenko. L'Égypte pharaonique, au menu de votre vendredi thématique sur Europe 1 dans tous vos rendez-vous d'infos. Ce sera également à midi chez Romain Desarbres, ce soir chez Pierre de Villeneuve. Qui n'en a pas des images plein la tête de cette Égypte aux sources de notre égyptomanie? On trouve d'ailleurs une poignée de pionniers. Le plus célèbre pour un Français, c'est évidemment celui qui le premier déchiffra les hiéroglyphes, Jean-François Champollion. Bonjour Vincent Rondeau. Bonjour. Monsieur. Bienvenue sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Olivier Perdu, je vous salue également. Vous êtes égyptologues tous les deux, messieurs. Alors vous, Vincent Rondeau, vous êtes directeur du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre. On parlera de cette exposition au Louvre-Lens dont on a parlé tout à l'heure sur Europe 1 dans le journal de 7 heures. Olivier Perdu, vous êtes attaché à la chaire de civilisation pharaonique du Collège de France. Alors on l'ignore, mais il y a une statue de Champollion dans l'enceinte du Collège de France. Elle est au centre de la cour d'honneur. Oui. Champollion est au centre du Collège de France. Il ne faut pas oublier que l'égyptologie est née au Collège de France. Ah, d'accord. Le premier enseignement d'égyptologie, on le doit à Champollion en 1831. Et c'est de là que part l'égyptologie, ce qu'on appelait à l'époque les études égyptiennes. Alors Vincent Rondeau, il y a une histoire aussi personnelle entre le Louvre et Jean-François Champollion, puisque c'est lui qui va inaugurer finalement ce département à la tête duquel vous êtes aujourd'hui. C'est en effet, Jean-François Champollion, après beaucoup de batailles, est nommé en 1826 le premier conservateur du musée égyptien dans les salles Charles X, qu'on appelle Charles X. Donc le Louvre est un musée en 1826, au passage on l'apprend. Le Louvre est un musée égyptien en 1826, juste après le musée de Turin en 1824. On est vraiment à l'époque où se créent ces grandes collections internationales. Alors racontez-nous un peu Jean-François Champollion. Qui est cet homme? Alors, il est né à Figeac, on le sait. Il y a un musée Champollion à Figeac, d'ailleurs. Il y a une exposition en ce moment. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais c'est un enfant prodige, Jean-François Champollion. Oui, c'est un enfant prodige qui est né d'un père colporteur et libraire. C'est un des premiers libraires de Figeac. C'est le dernier enfant d'une fratrie. Et qui très tôt montre des dispositions intellectuelles tout à fait particulières et en tout cas remarquables, au point que son frère de 10 ans, son aîné, Jacques-Joseph, le fait venir à Grenoble où commence l'aventure qui l'amènera au déchiffrement. Alors ça, c'est une histoire assez incroyable. Elle est longue, cette histoire du déchiffrement des hiéroglyphes à partir de cette pierre de Rosette découverte par les Français, mais ce sont les Anglais qui la possèdent encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, elle est l'objet d'un contentieux avec les autorités égyptiennes qui aimeraient bien un jour peut-être la récupérer. Olivier Perdu, comment on peut résumer ce fantastique exploit qu'il réalise de déchiffrer les hiéroglyphes? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas exactement par quel coup de génie il y est parvenu, Olivier Perdu. Vous avez tout à fait raison de dire que c'est une longue aventure. On a coutume dans ce mythe Champollion d'évoquer régulièrement la date du 27 septembre 1822. C'est cette date où on a lu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres la lettre à Monsieur Dacier. On en a fait l'acte fondateur du déchiffrement du hiéroglyphe. Cette vue est un peu excessive. En fait, dès ses plus jeunes années, jusqu'en 1829, il fait ce travail. 1822, c'est juste une étape. Il a compris que les quelques conclusions qu'il avait établies à propos des noms les plus récents, c'est-à-dire les noms des Ptolémée et Cléopâtre, pouvaient s'appliquer aux pharaons du Nouvel Empire. Oui. C'est effectivement une découverte, mais après 1822, il y a un long travail à faire. Oui. L'affaire n'est pas faite, même s'il a dit, à ce moment-là, je tiens à la faire. Mais ça n'était qu'une étape. Oui, parce qu'après, il va découvrir le fonctionnement de la grammaire de ces hiéroglyphes. Mais si vous deviez expliquer, d'ailleurs, Vincent Rondeau, très simplement, le fonctionnement de cette écriture d'une grande complexité, écriture en pictogramme, que sont les hiéroglyphes? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Et surtout, comment Jean-François Champollion parvient-il à en percer le mystère? Alors, pour ce qui est de la description de la langue, pour la définir très rapidement, à très grands traits, c'est qu'elle n'est pas alphabétique. Et qu'elle comme toutes les langues sémitiques, l'hébreu, l'arabe et d'autres, elle ne note pas les voyelles. Du coup, on se retrouve avec ces deux caractéristiques dans un système, ainsi que le disait Champollion, complexe,
où il y a des signes qui, eux, ont une valeur alphabétique, mais d'autres signes qui ont la valeur de 2 consonnes, de 3 consonnes, parfois de 4 consonnes, de même qu'il y a des signes qui ne se prononcent pas dans le texte et qui servent à préciser le champ sémantique d'un mot. Et la grande difficulté pour Champollion, ça a été de pouvoir trier ces lettres et comprendre qu'en effet, il y avait des lettres qui avaient des valeurs autres qu'alphabétiques. Et ça, son trait de génie, il a été là. Olivier vient de le rappeler, l'importance des cartouches des Ptolémée et Cléopâtre puisque c'est la transcription de noms grecs, pour attraper littéralement les lettres de l'alphabet. Le Ptolémis, par exemple, on attrape à chaque fois une lettre, et ensuite appliquer ce raisonnement aux pharaons antérieurs. Et avec Ramsès et Thoutmôsis, il a fait faire un pas décisif en arrivant à comprendre les noms de pharaons bien antérieurs aux Ptolémées. Et est-ce qu'on est sûr aujourd'hui, Olivier Perdu, des conclusions de Jean-François Champollion? Est-ce qu'on est sûr que ces traductions sont les bonnes, qu'il avait bien saisi le mécanisme complexe de ces hiéroglyphes? Ça veut dire signe sacré, hiéroglyphes aussi. Absolument. Ouais. Alors les hiéroglyphes, c'est cette écriture qu'on utilise dans les temples pour sacraliser une inscription. Oui. On les utilise dans les temples, dans les tombes. Tout ça, c'est pour donner au texte une éternité. C'était pas une écriture usuelle du quotidien. Pas du tout. Oui. Non, au quotidien, on écrivait dans des cursives, ce qu'on appelle aussi des tachygraphies. Les hiéroglyphes sont compliqués à reproduire. Donc, il y avait des tachygraphies, on connaît le hiératique, qu'il a étudié, le démotique également. Voilà ce qui est utilisé au quotidien. Et est-ce qu'on est... Il y a cette phrase aussi que j'ai découverte de son frère, Jacques-Joseph Champollion-Figeac, qui a évidemment accompagné les découvertes de son frère, qui a vécu d'ailleurs beaucoup plus longtemps que lui, parce que Jean-François Champollion, malheureusement, meurt jeune. Il a quoi? Il a 42 ans. Hein. Voilà. Jacques-Joseph Champollion-Figeac dit, à propos de la découverte de son frère, d'avoir percé le mystère des hiéroglyphes, l'archéologie égyptienne est désormais pour la France une sorte de propriété littéraire, comme l'archéologie indienne l'est pour l'Angleterre. Est-ce qu'il y avait une dimension, patriotique dans les travaux de Jean-François Champollion, Olivier Perdu? Alors, on sort un peu du domaine strict là de l'étude des hiéroglyphes, mais je réponds auparavant à votre question sur la validité. Oui. Des trouvailles de Champollion. J'ai peut-être tellement de questions à vous poser qu'on les brûle peut-être un peu trop vite. Quand on parle du précis du système hiéroglyphique, qui est véritablement son travail de synthèse, son premier travail de synthèse sur les caractères hiéroglyphiques. Là, il faut le dire, définitivement, oui, il a raison. Il a trouvé les principes. Après Champollion, on est enfin capable de lire un texte hiéroglyphique et d'en comprendre le sens. Alors, vous dire que la traduction est parfaitement exacte, non. Il y a bien sûr des approximations, voire des erreurs, mais toute sa vie, Champollion n'a pas cessé d'hésiter. Donc, sur le principe général, oui, il a raison, et il a eu cette délicatesse vis-à-vis de ceux qui l'ont suivi, de leur laisser du travail à faire. Et c'est ce que nous poursuivons, Vincent, moi et tous mes collègues, maintenant. 200 ans plus tard, il y en a encore. Et il y a encore des découvertes. C'est un sarcophage vient d'être découvert il y a quelques jours dans la nécropole de Saqqara, c'est vous dire. Je me tourne vers vous, Vincent Rondeau. Ces travaux de Jean-François Champollion, donc, sont le point de départ. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'acte de naissance de l'égyptologie? Et est-ce que l'on peut dire aussi que c'est un acte important, une étape importante dans l'égyptomanie française? Parce qu'il y a aussi cet impact culturel que l'on observe en France, mais pas seulement. Dans tout l'Occident, vous avez des traces d'Égypte. Regardez à Las Vegas, par exemple, pour ne citer que Las Vegas. Dans le cinéma également, dans les objets culturels du quotidien. Citons les rappeurs d'Ayam aussi, qui se sont inspirés de l'Égypte des pharaons. Vincent Rondeau. Oui, la question que vous posez est essentielle. La découverte de Champollion, alors c'est ce que j'ai voulu démontrer, en tout cas essayer de prouver par l'exposition du Louvre-Lens, me paraît être de ces découvertes qui sont à l'échelle de l'humanité, si vous voulez, avec un grand H, pour dire les choses de façon caractérisée. Je pense qu'il y a véritablement un avant et un après Champollion. Pourquoi? Parce que
avant Champollion et avant que sa découverte qui est devenue totale immédiatement, Olivier rappelait que l'enseignement commence en 1831 au Collège de France, la collection égyptienne commence en 1826 au musée du Louvre. Donc, à partir du moment où il comprend les hiéroglyphes, Champollion comprend tout. Mais ça veut dire quoi, comprend tout? Il comprend toute la civilisation égyptienne. Et du coup, il ne peut pas laisser de côté un aspect ou un autre. Il est obligé de tout prendre. Et du coup, notre rapport à l'Égypte ancienne s'en trouve transformé, radicalement. Et il est transformé parce que précisément ce qu'on appelle peut-être un peu vite à mon goût égyptomanie, cet intérêt en tout cas pour une Égypte de convention est révolu. Et l'Égypte de convention, à travers l'égyptomanie, elle continue par ailleurs. Oui. C'est compréhensible, à Las Vegas ou ailleurs. Très intéressant. Je signale donc l'exposition Champollion, la voix des hiéroglyphes. C'est au Louvre-Lens jusqu'au 16 janvier. L'expo Champollion 1822 et l'Égypte ancienne retrouve à la parole. Ça, c'est chez vous, Olivier Perdu, au Collège de France. C'est jusqu'au 25 octobre. Il n'y en a pas que pour les Parisiens et les Lensois. Vous avez déchiffrement au musée Champollion de Figeac. C'est jusqu'à dimanche. Et Pharaon Superstar aussi, ça c'est au Mucem de Marseille jusqu'au 17 octobre. Des expos sur l'Égypte, il y en a absolument tout le temps. Et puis visitez Paris. Et à Lyon. Et à Lyon aussi, vous avez raison. Toutankhamon. Sur Champollion, sur Jean-François Artaud, collectionneur qui est à l'origine des collections de Lyon. Et au musée des Beaux-Arts, avec Geneviève Galliano, a souhaité célébrer. Vous les trouverez, ces expos, il y en a partout. Et puis visitez Paris. L'obélisque de Luxor vient d'être restauré, je vous le signale aussi, sur la place de la Concorde. Merci messieurs.